de là où on est parti, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Même moi, là où j'en suis, j'ai rien à perdre. Même si demain tout devait s'arrêter, là où je suis arrivé, c'est déjà trop. Tu vois, j'ai explosé le plafond, mon propre plafond de verre que j'avais visé. Donc du coup, c'est que du bonus. Et bien sûr, on a des ambitions qui sont grandes. On veut pousser encore plus haut, on veut former encore plus de gens, on veut pousser les projets et faire grandir les gens et tout. Mais c'est que du bonus. Parce que là où on est arrivé, on a ouvert des portes. P, The Builder, c'est le podcast de la construction. Dans chaque épisode, Papou partage son état d'esprit et rencontre un ou plusieurs invités. On discute de différentes thématiques, sociales, économiques, culturelles. Construire son identité, se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative. P, The Builder, c'est un podcast pour inspirer, dialoguer et surtout construire ensemble. Bonjour, ici P The Builder, X Moussa Camara. Salut Moussa. Merci Papou pour l'invitation. Ouais, cool. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Je t'ai appelé parce que tu as un parcours quand même atypique. J'ai voulu en discuter avec toi. Ce que tu fais dans le partage. Pour moi, t'es dans le partage, t'es dans l'échange avec les gens, large, une grosse communauté. Et je voudrais que les gens comprennent ton parcours. Ok? Donc ma première question, c'est d'où tu viens? Moi, je viens de la ville de Cergy, dans un quartier qui s'appelle la Croix-Petit, où j'ai grandi. J'ai grandi dans un quartier, tu sais, dans les quartiers, il y a beaucoup de solidarité, d'entraide, mais faut que tu te débrouilles, en fait, pour en sortir. Et moi, j'ai grandi dans cette mentalité, dans le sens où, à un moment donné, tu vois, t'as pas tout autour de toi. Et en fait, finalement, il faudrait que tu t'armes. Et tout ce que tu vas apprendre, les gens que tu vas côtoyer, en fait, tu vas grandir de ça. Et aussi, moi, j'ai grandi dans une famille nombreuse, 8 enfants. Mes parents, ils sont originaires du Mali. Ils sont arrivés en France dans les années 70. Et du coup, tu vis un peu dans une famille nombreuse. Donc, famille nombreuse, comme t'as pas tout, bah, il faut s'entraider, faut être solidaire. Et quand tu nais dans ça, bah, ça pousse, ça te forge ton état d'esprit. Après, à côté de ça, t'as aussi l'éducation, la mentalité du quartier aussi. Et en fait, moi, je me suis nourri de tout ça, en fait. J'ai pris ce qui était le plus bon et j'ai essayé d'avancer, de construire mon parcours vis-à-vis de ça. Ok. T'as une scolarité normale? Ouais, normale, on va dire. Après, moi, dans le quartier dans lequel j'habitais, tu vois, il y avait plein de difficultés qui étaient réunies dans l'école, quoi, dans la même école où on était. Et quand je repense à des histoires ou à des épisodes qui se sont passés, c'est ouf, tu vois. Mais en vrai, tu vois, moi, je me rappelle, je fais la maternelle classique, j'arrive en CP. Pendant 1 an, j'ai pas de prof, quoi. Pas de prof. Pas de prof? Pas de prof. À Cergy, pas de prof pendant 1 an. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font redoubler toute la classe. C'est du jamais vu. Ah ouais, c'est du jamais vu. C'est des trucs qui sont jamais vus. Donc, tu pars déjà avec 1 an de retard. Tu commences la vie d'études scolaires et tout, etc. avec 1 an de retard comme ça parce que t'as pas de prof. Et ils arrivent pas à le remplacer. Pourquoi? Parce que c'était dans une zone rouge, mais même pas, c'est maternelle, là, on parle, Non, c'est primaire. C'était une école qui était en plein milieu du quartier, tu vois, t'es dans un quartier. L'école était au milieu. Au milieu du quartier. Du coup, les profs voulaient pas y aller. Je sais pas si les profs voulaient pas y aller, mais en tout cas, voilà, t'es là, t'as pas les moyens qu'il faut pour remplacer un prof, tu le trouves pas, et finalement. Elle existe toujours, cette école? Elle existe plus, elle a été détruite. Elle a été détruite. En même temps qu'elle a été détruite avant le quartier. C'est la première chose qui a été détruite dans le quartier, l'école. Ok. Ouais. Donc ton parcours scolaire, il commence avec 1 an de retard. Ah ouais, non, il commence pas avec 1 an de retard, mais il commence déjà en maternelle. Tu sais que tu arrives dans une école où déjà t'as tous les gens de ton quartier dans la même école parce que c'était l'école de la Croix-Petit et tous les habitants du quartier de la Croix-Petit étaient dedans. Donc avec les gens avec qui t'étais dehors, tu te retrouvais à l'école avec eux. Ouais. Donc c'était pas mal. Après, toutes les difficultés que tu rencontres, tu sais très bien que les écoles, en fonction des quartiers, c'est pas les mêmes moyens qui sont mis, c'est pas les mêmes profs, c'est pas la même qualité et tout, de suivi, d'accompagnement, de scolarité qui est proposé. Et tu multiplies les inégalités dès le départ, en fait. Ça fait que pour te sortir de ça,
faut vraiment se battre. Hein. Faut vraiment se battre. Plus l'effet du groupe. On est potes, on se tire vers le bas. Ça n'a pas été évident, tu vois. Mais moi en tout cas, j'en ai fait ma force. Parce qu'en fait, quand tu commences très jeune avec plein de difficultés comme ça peut que te forger pour la suite. Tu sais que tout ce qui va arriver, t'as pas peur. Et t'es prêt à les affronter comme un bulldozer parce que tu sais d'où tu viens, tu sais d'où tu sors. Et moi, c'est ça qui a poussé un peu mon parcours dans tout ce que j'ai fait, tu vois. Après, il y avait aussi cette sensibilité, tu vois, d'engagement. Parce que mais ça arrivait après. Je veux bien comprendre ton école. Non, mais avant même ça, l'engagement, il était très jeune, moi. Très tu l'as eu très tôt? Très tôt, très jeune, parce que, voilà, tu grandis dans un quartier, t'as des voisins, t'as des gens qui ont le sens un peu de... Voilà, il faut pas se laisser faire, il faut dénoncer les choses et tout. Et moi, j'avais eu la chance de grandir avec une famille chilienne, argentine, qui avait fui la dictature de Pinochet en Chili dans les années 80. Ils étaient arrivés dans le quartier de la Croix-Petit. Et eux, ils avaient cette conscience un peu d'engagement, de s'organiser. Et ils nous ont inculqué ça, nous, dès l'âge de 5-6 ans. Je me rappelle avec eux, on faisait des activités de nettoyage du printemps, on faisait des sorties, on faisait des trucs, tu vois, qui commençaient à te conscientiser et tout. Mais on ne le voyait pas comme un engagement. Pour nous, voilà, on passait le temps parce qu'il y avait rien à faire. Et du coup, tout ça a mis dans nos têtes indirectement l'engagement, qui a été mon parcours plus tard. Mais ça commence dès jeune. Ça commence dès jeune, ouais. Dès le plus jeune âge. Après, moi, j'ai eu un parcours scolaire assez classique, hein. École primaire, collège, après, j'ai à peu près quelques soucis parce que je suis un élève un peu hyperactif. Je fais un collège, je me fais virer. Je fais un deuxième collège, je me fais virer. J'arrive dans un troisième collège. J'essaie d'être plus discret. Je passe quand même dans un conseil de discipline, mais finalement, ils me gardent. Et du coup, voilà, je finis ma scolarité classique. Je vais en BEP comptabilité parce que mon frère avait fait de la comptabilité. Il avait eu le bac professionnel et tout. Donc, je me dis, je vais suivre. Je vais suivre, hein, tout simplement parce que c'était le seul exemple qu'il y avait autour de moi. Et du coup, je fais 2 ans de BEP, je kiffe pas trop. Je me retrouve en 1 an, je fais 1 an de bac professionnel en compta. J'aime pas, j'arrête. Et je reprends l'année d'après, je fais une année de bac professionnel en logistique. Et après, pendant 2 ans, je fais ça. Moi, je suis allé jusqu'au niveau bac professionnel. Tandis que moi, la plupart de mes amis, ils avaient arrêté l'école très tôt. Tu vois, 16 ans, dès qu'ils ont pu avoir 16 ans, certains, ils ont commencé à travailler, certains ont commencé à rien faire. Mais moi, j'avais aussi cette conscience qu'il fallait quand même aller à l'école, avoir quelques diplômes pour pouvoir se consolider un peu dans la vie professionnelle. C'est pour ça que je suis resté jusqu'à l'âge de 21 ans en cours. Parce que c'était pour moi important, tu vois, même pour les parents et tout, tu vois. Mes parents, oui, ça joue aussi. Même si, tu vois, ils parlaient pas la langue bien comme il faut, au moins, tu vois, ils nous disaient que c'était important d'aller à l'école, ils nous lâchaient pas là-dessus, tu vois. Et ça m'a aussi poussé parce que, d'une, je savais pas ce que je voulais faire au niveau professionnel. Et de deux, voilà, quand j'arrive au lycée, je fais ce que je fais. Je suis un élève moyen, je suis pas nul. Mais voilà, je fais pas les efforts nécessaires pour être bon aussi. Mais en même temps, tu vois, voilà, j'ai pas le cadre autour de moi. Tu sais très bien, nous, ce qui est important pour nous, c'est que tes parents, tu te lèves, tu vas à l'école. Ils ont pas les capacités de te suivre et tout. Ils ont pas cette capacité. Et moi, mes parents, ils pouvaient pas, en tout cas. Et du coup, toi, tu vas à l'école, tu rentres le soir chez toi, tu jettes ton sac, tu calcules pas les devoirs, tu révises pas. Donc, du coup, t'es là, t'as pas forcément d'encadrement. Et tu peux soit décrocher, soit t'accrocher. Mais moi, j'ai fait des rencontres à l'époque, tu vois, on parle souvent des conseillers d'orientation et tout. En mode, ils nous ont désorientés, c'est des gens assez négatifs et tout. Mais moi, j'ai eu la chance de tomber sur 2 conseillers d'orientation qui ont cru en moi, qui ont vu le potentiel que j'avais. Et à chaque fois où j'ai eu des difficultés, que ce soit dans mes conseils de discipline ou quand je me faisais virer d'un établissement, elles m'ont pas lâché, elles m'ont toujours accompagné à retrouver un autre établissement et tout. Et franchement, moi, ça m'a grave aidé parce que si j'avais pas eu des personnes qui m'aident comme ça, j'aurais peut-être arrêté l'école à 16 piges, j'aurais essayé de bosser et je pense que j'aurais pas eu le parcours que j'ai là. Parce que, voilà, quand tu te... C'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses. Et moi, c'est tout le temps des rencontres comme ça qui m'ont boosté. C'est hyper intéressant. J'ai le même parcours que toi au niveau de l'école et des parents. BEP, bac pro, mais pareil, j'ai continué parce que c'était important pour la maman. Et en même temps, tu te dis, je sais pas ce qui se passe dehors. Exactement. Donc, viens, on gratte ça et en même temps, on continue d'aller dehors et de faire ce qu'il y a à faire, mais en même temps, on garde un pied le plus possible, quoi.
Voilà. Et moi, en plus, le truc qui était un peu traite, parce que c'est que les personnes avec qui je traînais, ma génération, les gens de ma génération, bah, la plupart, 80%, ils avaient arrêté l'école très tôt, tu vois, un peu avant. Au BEP, les pires, ceux qu'ils avaient lâché au BEP le plus tard possible, quoi. Et le fait de faire un bac professionnel, ça fait que moi, je voyais mes potes, ils travaillaient, où ils faisaient un peu d'argent dehors. Donc, ils pouvaient aller commencer en vacances, acheter des trucs. Et moi, j'étais à l'école. Ça fait que je travaillais pas à côté. J'avais pas d'argent. Donc, tu grandis dans ce truc-là où, à un moment donné, t'es là, tu vois tes potes, ils sont là, ils sont frais. Mais toi, tu continues à aller à l'école et tu gagnes pas d'argent à côté. C'était des années, c'était compliqué de s'accrocher à cette époque-là. Ouais, c'était hyper compliqué. Et du coup, voilà, quand tu grandis dans ça, il faut se cadrer. Et moi, j'avais un but, je voulais pas arrêter l'école. Je sais pas, c'était quoi le truc. C'est peut-être ma mère, mes parents et tout, mais je voulais pas arrêter tout de suite. T'avais un rêve à ce moment-là? Moi, comme je dis souvent, mon rêve, c'était de devenir maçon, en fait. Quand j'étais plus jeune, mais en grandissant, voilà, ça provoquait des sourires de mes collègues et tout, etc. Donc, du coup, je disais plus, je veux devenir maçon. Je dis, je veux construire ma maison, des choses comme ça et tout. Pourquoi je voulais devenir maçon? Parce que, moi, quand j'étais plus jeune, les étés, on partait pas en vacances, nous. Il n'y avait pas les moyens de prendre un billet d'avion pour toute la famille, aller au Mali, tout ça et tout, etc. C'était très cher et tout. Du coup, qu'est-ce qu'on faisait? On était au quartier tout l'été, on essayait de trouver des activités. Et je sais qu'à côté du quartier, il y avait des constructions de maisons. Et en fait, toute la journée, des fois, on allait là-bas avec mes potes. On regardait comment ils construisaient leur maison. Les mecs, ils nous faisaient porter des briques. Tu vois ce que je veux dire? Et ils nous ont donné le goût de ce métier-là. Moi, en tout cas, ça me l'a donné à moi, le goût de ce métier-là. La transmission du métier, comment poser brique par brique, prendre du ciment, etc. Ah, c'était le moment où je m'éclatais le plus, tu vois. Or que les mecs, ils bossaient. Mais le temps qu'ils m'ont donné, le temps qu'ils m'ont expliqué, le temps qu'ils m'ont fait participer à ça, bah, ça m'a donné envie de faire, tu vois, le métier. De faire le métier, quoi. Qui est un bon métier, malgré tout. Et c'est un bon métier, tu vois, c'est pas dévalorisant. Mais même si à l'époque, parce qu'il y en a, ils disaient, moi, je vais devenir architecte, moi, je vais devenir un tel, footballeur, sportif. Mais ça, faut faire des etc., études. Architecte, il faut faire des bonnes études. Mais voilà. Et moi, j'avais une ambition qui était assez, tu vois, pas élevée, parce que les maçons, en vrai de vrai, c'était nos parents, c'était des gens qui venaient de l'immigration, c'était des ouvriers. Donc, dire un rêve que c'est ça ton rêve, c'est petit, c'est un petit rêve, en gros. Et en vrai, c'était un rêve accessible. Pour l'époque, c'est un grand rêve. Ouais, pour l'époque, c'était un rêve. Et moi, après, finalement, j'ai fait tout autre que maçon, en faisant des études de comptabilité. Et après, en faisant de la logistique, j'ai appris, j'ai fait des stages en entreprise et tout, etc. Et du coup, tout ça, ça m'a forgé le goût du travail. De toute façon, plus jeune, depuis tout petit, j'ai eu le goût du travail, très tôt. Moi, je me rappelle, tu vois, il y avait 2 brocantes par an à Cergy, dans ma ville. Et nous, toute l'année, tout ce qu'on trouvait, on les mettait dans une cave, c'est-à-dire même des vélos démontés, on les reprenait, on les remontait, tout ce qu'on pouvait trouver, tout ce qu'on pouvait nous donner, on les coffrait dans une cave. Et chaque année, il y avait 2 brocantes par an. Quand on était plus jeune, ça, je te parle de l'âge de 12, 13, 14 ans. On allait à la brocante, on se posait. Même la place, elle coûtait 30 francs à l'époque. Même les 30 francs, on ne les payait pas. On prenait une toute petite place et on vendait tout ce qu'on pouvait. Vous faisiez ça à combien? On faisait ça à 5, 6. On était peut-être à tourner. Il y avait, chacun avait sa place. Il y avait une équipe qui était là-bas. Une autre équipe, elle était plus bas. Une autre équipe, elle était plus en haut. Et à la fin de la journée, on faisait les comptes. On faisait 100 francs, 150 francs. Parfois, pour ceux qui vendaient bien et qui avaient des bons plans, eux, ils faisaient 500 francs. Eux, ils étaient trop bien à l'époque et tout. Mais ça nous faisait un petit peu de l'argent de poche. C'est de l'argent, c'est une forme de, c'est un plaisir. C'est le goût du travail, voilà. Tu vois, on a taffé, on a fait des trucs, on a récupéré des trucs. On a chiné, on revend. Voilà. Il y a une brocante, ça expose, les gens, ils viennent, ils achètent, ils repartent. Toi, tu repars avec ton argent, tu viens le matin à 6h du matin. C'est vraiment le tu sens finis la pur journée de la débrouillardise. Voilà, tu finis la journée à 18h, tu fais les comptes. Ah, 150 francs, vous êtes 2 sur le truc. Tiens, toi, tu prends 75 francs. Moi, tu vois, à cette époque-là et tout, j'étais déjà en mode, comment on se débrouille. Tu sais très bien que ta famille, elle a pas beaucoup les moyens. Les achats, t'as les achats de la rentrée, mais après, entre la rentrée et parfois le truc, t'as pas trop. Donc, quand tu vas acheter une nouvelle paire de baskets, tu vas acheter ta casquette Lacoste ou ta banane Lacoste, c'était compliqué à l'époque. Et tu vois, après, il y avait Cliancourt, on a commencé à connaître Cliancourt, on allait à Cliancourt, on achetait au marché Malik, des survêtements, des petites baskets et tout. Pour revendre à Cergy? Non, pour nous habiller, quoi, tu vois.
Et ça, c'était genre, il nous fallait de l'argent. On n'allait pas demander de l'argent à nos parents. Déjà, même eux, c'était compliqué. Du coup, il fallait trouver des petites astuces où tu te fais 100 balles, 200 balles, 300 balles et tout pour pouvoir acheter ta petite paire de baskets et tout. Et on a toujours fonctionné comme ça. Il y avait deux chemins. Soit on allait voler, soit on faisait ça. Il y avait une partie des gens qui, voilà, il y avait l'équipe de ceux qui volaient, il y avait l'équipe de ceux qui essayaient de travailler, il y avait ceux qui se débrouillaient. Il y avait plein d'équipes, tu vois. C'est toujours et comme nous, ça. on était dans une petite équipe où on essayait de se débrouiller. Tu vois, après, il y a eu les chantiers. Quand on a grandi, arrivé à 16 ans, on a commencé à faire des chantiers. Les chantiers, c'est quoi? C'est que nous, on habitait dans le quartier dans lequel j'habitais. Il y avait un bailleur social. Et du coup, à chaque fois, il y avait des chantiers jeunes. Mais nous, on a forcé les chantiers jeunes, on les a pas fait. C'est-à-dire, le terrain, il était en piteux état, hein, tu vois. Quand je te dis, il y avait des pierres partout et tout. À un moment donné, il fallait le remettre en forme. Nous, on trouvait des idées comme ça. On allait voir le bailleur, on disait, voilà, on a trouvé une idée, faites-nous travailler. Ah ouais. Au début, il voulait pas. Parce qu'on était jeunes et tout, etc. On n'avait pas les moyens. Finalement, on allait acheter tout le matériel, on le trouvait, l'autre, il le prenait à son père, l'autre à ceci, et on le faisait nous-mêmes. Après, on allait voir le bailleur, faut nous payer. Pareil pour les peintures. Après, Bien joué, finalement, bien joué. on l'a un peu imposé comme ça, et finalement, ils ont dit, ah, bah, c'est une bonne idée. Déjà, ils s'occupent, et en plus, ça permet de créer du lien avec le quartier. Et du coup, la première paye que j'ai fait, c'était Scalab. C'était 500 francs que le bailleur nous avait payé. C'était un truc de fou, tu vois. Ça a duré longtemps, ça? Un Scalab, c'était toutes les vacances, tout l'été. Tous les étés. Tous les étés, on avait des petites missions comme ça. Et aussi, je te raconte ces anecdotes pour te dire que, en réalité, la question de l'entrepreneuriat, quand j'en parle aujourd'hui, moi, je l'ai depuis tout petit, en vrai. Ouais. Tu vois, quand on va voir le mec, le responsable du hypermarché, parce que tout le monde prenait des caddies à l'époque à l'hypermarché, et il allait dans tous les quartiers, chacun, quand il faisait les courses, les darons, tout ça et tout, il remplissait le caddie, il le ramenait dans tel quartier, l'autre dans l'autre quartier, chacun. Et finalement, quand tu venais faire tes courses, deux fois, il y avait plus de caddie. Impossible de faire tes courses et personne les ramenait. Nous, quand on a vu ça, on s'est dit quoi? On voit des quartiers partout, des caddies partout dans la ville. Venons, on va voir le directeur. On lui propose un deal. On lui dit, écoute, si nous, on te ramène 30, 50 caddies par semaine, tu nous payes 300, 400 francs. Tu vois. Joué. Donc on s'est mis tu vois, même dans ça on était solidaires. Même ça, c'était un plan. Il y avait une équipe, un dimanche sur deux, c'était une équipe différente. Un dimanche c'était notre équipe, un dimanche c'était notre équipe. Tu vois, et ça tournait. Et chacun prenait ses 300, 400 francs dans le mois, tu vois. Et du coup, tu devais ramener minimum 30 caddies. Et ça, tu vois, on l'a fait pendant plusieurs années. Jusque le truc, on l'a même fait quand nous, on a commencé à avoir 17, 18 ans et tout. On n'avait plus besoin de ça. On allait à l'intérim, on déposait nos CV, on commençait à travailler. On a dit au petit, reprenez le game. Le truc, quoi. Et tout ça, en fait, c'était des petites choses où on réfléchissait à des idées pour se faire de l'argent. Parce que on avait besoin d'acheter une petite paire pour être à la mode, tu vois, pour être dans le coup. Et en plus, ça allégeait les frais de nos parents parce que, tu vois, quand t'es une famille nombreuse, nous, la plupart d'entre nous, on était des familles nombreuses. Du coup, toi, il t'achète à toi, il faut qu'il achète à ta petite sœur ou à ton petit frère ou à ton grand frère ou un truc, etc. T'allèges. Donc nous, il fallait qu'on trouve des solutions. On allège les parents, les frais de nos parents, tu vois. Et en même temps, en se mettant bien. Et du coup, voilà, moi, j'ai grandi un peu dans cet état d'esprit, cette valeur travail. T'as rien, mais tu te débrouilles, t'essaies de trouver des plans et tout. Et des trucs comme ça, j'en ai plein, tu vois, des anecdotes, je pourrais t'en raconter pendant 1 heure, tellement qu'on trouvait des trucs, des astuces. Ouais, mais même là, tu m'as replongé dans ma jeunesse. À l'époque, tu vois, tu prenais des canettes l'été, une glacière, tu te posais au milieu du quartier, tu vendais. Vous avez fait la fête de la musique aussi? Hein? Vous faisiez la fête de la musique? On faisait pas la fête de la musique. Aller vendre les canettes à la fête de la musique. On allait partout. Franchement, on prenait les glacières, ça tournait partout, tu vois. Et tout ça, c'est des trucs qui permettaient d'avoir quelques sous. Tu tournais, tu rachetais. T'as appris la débrouillardise. La débrouillardise sans t'en rendre compte, mais c'est la faculté des gens qui ont besoin d'avancer, qui ont besoin de se débrouiller. C'est pour ça que quand on parle aujourd'hui d'entrepreneuriat, de trucs comme ça et tout, en vrai, moi, ce que j'ai envie de dire, dans les quartiers, depuis qu'on est petit, on est entrepreneur, en fait. Tu vois, on entreprend, c'est quoi, on entreprend par nature, c'est naturel. Par nécessité, on est entrepreneur. T'es obligé, tu vois, t'as pas le choix. Ça fait qu'aujourd'hui, tu vois, naturellement, aujourd'hui, je porte un projet qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat partout dans les quartiers. Mais je sais que l'état d'esprit, il est là, en fait. Quand tu parles avec des gens, ils ont l'idée, ils ont l'astuce et tout, etc. Mais attends, quand t'arrêtes l'école, t'as 24 piges? J'ai 21 ans. T'as 21 ans? Bah, ce qui m'arrive, une fois que j'arrête l'école, je crée une boîte.
Directement. C'est quoi l'idée de la boîte? En fait, l'idée de la boîte, c'était pas prévu. Moi, pendant que je suis en cours, il y a un technicien qui est dans ma ville. Et moi, je suis en voiture. Il est en voiture, il s'arrête. C'est un jeune comme moi, tu vois. Et il me dit, ouais, je cherche une adresse dans le quartier du Ponceau et tout. C'est où, à l'époque, il y avait pas les GPS, c'était TomTom, les gros trucs, mais c'était pas mis à jour. Du coup, quand des fois, il y a des nouveaux quartiers ou des nouvelles adresses, tu peux pas retrouver. Et du coup, c'est tellement compliqué. Je lui dis, vas-y, suis-moi, je vais te ramener à l'adresse. Je le ramenais à l'adresse. Et dès que je lui dis c'est là le quartier, après je sais pas c'est où ton adresse, je cherche, mais tu me dis après je vois qu'il est, tu vois, c'est un technicien jeune, t-shirt de l'entreprise, véhicule de l'entreprise. Je dis mais ça a l'air cool de ce que tu fais et tout, c'est quoi? Moi je viens de finir la course, je cherche du boulot, il cherche pas où tu travailles ou pas? Mais il me dit quoi? Il cherche à mort, mais moi ça fait 6 mois j'ai commencé, t'es bien payé, t'installes internet chez les clients, c'est bien, tiens le numéro de l'agence, appelle-les. Tu leur dis, voilà, tu cherches du travail, t'as le permis et tout, ils vont te recruter direct. Et tout. Et quand, en fait, ils me donnent le numéro, j'appelle, je tombe sur le directeur d'agence, je parle au directeur d'agence, je lui dis, voilà, je suis un jeune, j'ai rencontré un de vos techniciens, il m'a dit que vous recherchez des gens et tout, à recruter. Moi, je viens de terminer mes études, je sais pas ce que je veux faire. Là, c'est l'été, j'ai pas prévu de partir en vacances, je suis disponible, j'ai le permis et tout. Il m'a dit, je vous donne rendez-vous demain à 7h du matin à rue Lecourbe, dans le 15e. Et du coup, j'y vais. 7h du matin, moi je pars de Cergy. Pour arriver là-bas, tu vois, c'est une mission, Bonheur, c'est pas facile, hein. Tu vois, tous ceux qui habitent à Cergy, ils savent le chemin pour venir à Paris dès le matin. Et du coup, j'y vais quand même. On me donne pas rendez-vous dans l'agence, ils me donnent un rendez-vous dans un café qui fait l'angle. Et là, on discute et tout. Je lui parle un peu de mon parcours, je lui parle un peu de ce que je fais. J'étais même venu avec un CV. Il y avait 2-3 lignes dedans, mais on a fait le verre. C'est pas grave, on est venu quand même. Et du coup, je discute avec lui et tout. Et je lui dis, voilà, moi, je cherche un boulot. Je connais pas forcément les métiers du télécom et de l'informatique, mais par contre, je suis motivé. Je sais que je peux apprendre et tout, si vous me formez. Et moi, il me dit, ouais, en gros, qu'il cherche pas de personne à recruter. Déjà, je suis venu, quand il me dit ça, je suis déçu parce que je suis venu de loin. Mais par contre, il me dit, je cherche des gens qui peuvent se mettre à leur compte. Tu vois, il me dit ça. Il lance une bonne piste. Et quand il me dit ça, pour moi, c'est mort. Comme si on dit, ouais, tu viens chercher un taf, mais ouais, je te dis, cherche un ingénieur, ou un truc qui a rien à voir, mais un truc qui tu peux même pas imaginer dans ta tête. Mais moi, quand il me dit ça, en fait, il m'avait donné une grosse opportunité. Mais moi, au moment où il me parle, je suis pas assez mature pour voir que c'est une opportunité. Du coup, je repars, je suis un peu déçu et tout quand même. Et en parlant le soir avec un pote à moi, je lui dis, voilà, ce matin, j'avais rendez-vous dans une agence avec un mec, avec un directeur d'agence que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'un technicien que j'ai aidé. Et du coup, voilà, il me propose de mettre à mon compte, mais il faut monter une boîte et tout, etc. Pour moi, quand tu me parlais de monter une entreprise, à l'époque, c'était comme si tu me dis, faut construire un immeuble de 15 étages. C'est grand, c'est big. C'est pas possible. Et là, de là, ce que je fais, c'est quoi? C'est que quand je parle avec lui, il me dit, mais toi, mais ce qu'il te propose, c'est simple, hein. Tu devrais aller voir Belhadj, lui, ça c'est un comptable et tout, il va t'aider et tout dans la construction de ton projet. Et du coup, je vais voir un grand de ma cité qui était comptable et tout, et je lui dis, ouais, voilà, et tout. Il me dit, quoi? T'es sérieux? T'as une grosse opportunité. Tu sais, les gens, ils créent leur boîte, après ils essaient de chercher les contrats. Toi, t'as même pas créé ta boîte, t'as déjà quelqu'un qui fait une promesse de contrat. Et du coup, quand il voit ça, il me dit, vas-y, c'est vite fait de créer une boîte. On va faire le dépôt au capital, on va ouvrir ton compte, on va faire le dépôt des statuts, on va aller au greffe, au tribunal de commerce, tu vas aller à la chambre de commerce pour faire la semaine, et toute de formation. Tout le chemin à faire. Il m'explique tout ça, en même temps il m'accompagne. Au bout de 3 semaines à peu près, 2 semaines ou 3 semaines à peu près, je fais tous les papiers, j'ai l'extrait de cabis. C'est bon. J'ai ma SASU, tac à mon nom, etc. Je suis réglé. Et je retourne à l'agence. Voir la personne. Et tu sais quoi, le jour où je suis allé voir la personne là, à l'agence, j'arrive dans l'agence, je me présente, et la personne, je la vois pas. Et dès qu'on me dit, ouais, et tout, etc., qu'est-ce que vous avez convenu avec cette personne et tout, pourquoi et tout, qu'est-ce que vous venez nous voir et tout, etc. Il me dit, ouais, il m'a dit de monter ma société, il allait me filer un contrat. Cette personne, elle s'était fait virer la veille que je suis arrivé. Oh. Tu imagines? Ouais, dur. Ça veut dire, en gros, tout ce que j'ai fait pendant 3 semaines, lui, il m'avait chauffé, même moi, je me suis chauffé l'esprit. Finalement, c'est mort. C'est-à-dire, le truc, c'est impossible parce que ce que j'ai discuté, je discute avec lui, j'ai pas discuté avec les autres. Et il y a plus de chef parce que c'était lui le boss du truc. Il s'était fait virer.
C'était lui le responsable de l'agence, lui il s'est fait virer. Du coup, je suis là, ça se voit, ils avaient été tellement en galère qu'ils avaient besoin de techniciens qu'un des collaborateurs, c'est un des collaborateurs, il s'appelait Karim. Et tu vois, ça se voit, c'était quelqu'un qui avait grandi aussi dans une cité. Il a vu un peu un jeune qui était là déterminé et tout, etc. comme moi. Ben, il a dit, bah, vas-y, qu'est-ce que tu as convenu avec lui? Bah, ce que tu as convenu avec lui, on va respecter l'engagement et on va te donner un premier contrat. Il m'a dit, est-ce que tu as une voiture? Tu sais travailler dans les télécoms et tout? Je dis, je sais pas. J'ai une voiture, par contre. Il m'a dit, OK, tu vas tourner pendant 3-4 jours avec un de nos techniciens. À partir de demain, tu l'appelles, il s'appelle tel, et tu vas avec lui, donc tu le rejoins dans sa tournée et tu tournes avec lui. Et en gros, j'ai fait 3 jours avec un technicien, il m'a appris le métier. Et après, dès qu'il a envie ils m'ont testé un peu avec le technicien, si je comprenais bien le truc et tout. En plus, le technicien, c'était un autre jeune, un peu comme moi, donc il m'a facilité à mort. C'est pas quelqu'un qui était venu, qui était réfractaire à m'apprendre le taf. Donc lui, il m'a validé au bout de 3 jours. Et il a appelé son agence, c'était l'agence AE. C'est là où j'ai commencé à avoir mon premier contrat. Et je commence avec mon premier contrat, mon premier client. J'étais dans le 60 à l'époque. Et je devais installer les box Internet chez les clients. À l'époque, quand les grands opérateurs téléphoniques, ils étaient en train de se privatiser, quand vous voulez installer une box Internet chez les gens, chez les clients, ben on t'envoyait un technicien. Aujourd'hui, c'est facile, tu reçois ta box Internet, peu importe l'opérateur, tu branches 2-3 fils, si ils te mettent la DSL. Mais avant, cette entreprise, elle a duré combien de temps? Elle a duré à peu près 5 ans. C'est pendant 5 ans que tu as fait ça? Pendant 5 ans. Et en fait, c'est là où j'ai le premier pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat. Et je faisais par client, j'étais payé 100 € par client. Faut compter une intervention entre 15-20 minutes. Tu vois, j'en faisais peut-être une dizaine, douzaine. Je suis passé de 0 à chef d'entreprise dans une entreprise où j'avais déjà un chiffre d'affaires, j'avais du potentiel et je me retrouve là. Et je me retrouve dans toute la difficulté d'un entrepreneur qui a pas de bagage, qui est pas accompagné, qui avait pas de moyens financiers et qui avait pas de mentor ou de réseau dans le domaine. Dans le domaine, dans l'économie, à toutes ces difficultés. Moi, ce qui a fait la différence, par rapport à l'entreprise, c'est ma capacité. J'étais trop déterminé, tu vois. J'avais envie de m'en sortir. Il y a un plan, j'y vais à fond, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté et je bosse. Et moi, le terrain, le travail, ça m'a jamais fait peur. Parce que depuis que je suis petit, je suis là je me débrouille, je trouve des solutions. Tu vois, j'ai pas peur du travail. Et ça m'a grave aidé quand j'ai monté ma boîte. Par contre, à côté de ça, j'avais des lacunes parce que, à un moment donné, pendant 1 an, j'ai travaillé seul. Et quand il y a eu une forte croissance, j'avais besoin de recruter. Donc moi, je voyais que j'étais en train de bien réussir, gagner de l'argent et tout. Même dans mon quartier, les gens, ils voyaient tout ça et tout. Mais j'étais pas encore satisfait parce que je me suis dit quoi? Je suis avec des potes. Il y a un potentiel de marge. Il y a un potentiel. Et je me dis, voilà, moi, ma réussite, comment elle va aussi contribuer à celle des autres, déjà mes potes à moi, tu vois, mes amis. Et à un moment donné, quand tu mélanges amis, business, c'est différent, tu vois, c'est plus pareil. C'est pas forcément bon non plus. Je vais pas jeter la faute sur mes potes parce qu'il y en a, ils étaient super sérieux, mais aussi sur moi, mon côté où c'est très compliqué. Management. Quand j'ai commencé à recruter, 1 an après que j'ai créé ma boîte, j'avais 22 ans. 22 ans, j'allais sur mes 23 et tout, etc. J'avais pas la capacité de gérer des équipes. Et du coup, c'est bien de le reconnaître. C'est bien de je suis avec mes potes au quartier et la journée, ils bossent pour moi. Tu vois? Mais c'était un plan que je faisais aussi pour eux parce que moi, réussir, c'est bien, mais quand tu réussis en même temps que tu arrives à faire réussir les gens avec qui tu as toujours traîné. Ça a été mal interprété? On a fait les brocantes, on a fait tout. Ça a été mal interprété? C'était bien interprété, mais le problème, c'est que moi, en faisant ça, j'ai privilégié l'amitié que j'avais avec mes potes que le contrat que j'étais en train que j'avais réussi à arracher, en fait. Ils ont pas été forcément bien formés? Ils ont pas été bien formés, ils ont pas été bien accompagnés. Tu sais très bien, l'autre, il se lève pas le matin, il oublie les clients. L'autre, il va chez un client, mais la cliente, elle lui parle mal et... Là, c'est du pur management. Ouais. L'autre, il a un problème, il est en garde à vue, il peut pas aller faire... Tu vois, tout le temps, il y avait un problème. Et même moi, je me suis retrouvé dans un truc où, quand j'étais tout seul, j'étais plus tranquille que quand là, j'ai commencé à vouloir grandir. Et là, je commençais à me mettre en difficulté par rapport à mon client. Il me disait, Moussa, attends, là, ça va pas. Il faisait trop de remontées négatives et tout par rapport à ma boîte et tout. Or qu'il savait que le travail, moi, je le maîtrisais. Mais moi, j'ai pas eu assez de temps de former, de faire monter aux gens. Et surtout, il y a les amis, comprendre que tous les amis ne sont pas faits pour ce genre de métier. Exactement. Il y a des amis tout le monde n'est pas fait pour un type de métier. Et toi, ton boulot, c'était de détecter ceux qui peuvent faire comme toi. Et même, c'était détecter ceux qui peuvent faire comme moi. C'était à un moment donné, tu vois, quand tu fais rentrer des gens, tu peux pas faire rentrer 10-15 personnes d'un coup. Ouais. Tu vois, t'as besoin 1, 2,
3, tu les formes bien, tu vois ce qu'il fait. Après, tu fais monter. Et moi, j'ai fait rentrer trop de gens d'un coup. Il y avait un plan, il y avait du travail. La société, elle me sollicitait pour me donner encore plus de contrats. Mais moi, j'arrivais pas à dire non, déjà. Et de deux, pour accepter tout ça, il fallait grandir vite. Mais j'avais pas les épaules solides pour pouvoir le faire. Ça fait que j'avais une boîte. Mais ce qui me manquait, c'est la structuration de ma boîte. C'est le management des équipes. T'as trouvé des solutions à ça? Non, la seule solution que j'ai pu trouver, c'est quand mon client il est venu me voir, il m'a dit Moussa, on travaille avec toi, ça fait plus d'1 an, ça se passe super bien. Malheureusement, quand tu veux faire monter des gens, t'arrives pas, t'as pas les épaules solides. Tu vois, c'est dur d'entendre tout ça et tout. En gros, il m'a dit, je te laisse 2 choix. Soit tu continues comme ça, mais le contrat, c'est sûr, on va l'arrêter avec toi. Soit t'arrêtes tout le monde. Et du coup, tu continues à travailler toi tout seul. Et les potes l'ont mal pris. Non, c'est pas qu'ils ont mal pris. Il y a eu des gens qui étaient pas. Mais tout le monde a compris dans la globalité. J'ai pas eu trop de problèmes avec mes potes vis-à-vis de ça. Tu vois, mais voilà, j'ai essayé aussi à un moment donné de faire en sorte que même des potes à moi, ils travaillent en direct avec mon client. Tu vois, ça a pas marché. Tu vois, parce que moi, je lui dis, ok, je peux pas recruter, mais si les gens qui sont sérieux, ils peuvent travailler en direct et créer leur boîte, ça a pas forcément fonctionné. Du coup, j'ai dû arrêter tout le monde quelques mois plus tard. Et travailler moi-même. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. J'avais une boîte où, moi j'étais patron de ma boîte, mais j'avais uniquement moi comme salarié. Ouais. Tu vois. Et après ces 5 ans, je gagnais pas mal. Je me faisais pas mal de chiffre d'affaires. Mais par contre, au niveau des 5 ans, t'arrêtes de bosser. Qu'est-ce qui se passe là? C'est t'en as marre ou c'est le contrat qui s'arrête? En fait, le contrat il s'arrête pas parce que ce qui se passe au bout des 5 ans, il y a la fibre optique qui arrive, qui est en train d'arriver. Et aujourd'hui, voilà, ça a pris le dessus. Moi, j'ai commencé à travailler là-dessus, mais c'était pas aussi rentable de ce que je faisais quand j'étais en train d'installer les box internet par ADSL chez les clients. Tu vois, c'était moins. En fait, c'était mieux payé, mais par exemple, je pouvais faire 4 clients maximum par jour en fibre optique, tu vois. Tandis que en ADSL, je faisais 10 à 15 clients par jour. Compte à peu près, le client, il est payé en moyenne entre 100 et 150 euros, tu vois ce que je veux dire? Et là, tu t'es peut-être payé double, mais 4 clients, tu fais que 4 clients. Mais c'était pas aussi rentable que ça pour moi. Et c'était plus de boulot, j'aimais pas du tout. Et donc du coup, tu prends la décision d'arrêter? Non, après du coup, il y a une baisse d'activité parce qu'il y a une grosse crise qui arrive, tu vois, 2008, après l'impact de la crise, d'autant que la crise elle retombe, 2009, 2010, tu vois, ça commence à retomber. Et du coup, il y a une baisse d'activité forte. Moi, j'ai toujours, tu vois, comme j'ai des bonnes relations avec mon client, ça fait que moi, en fait, j'étais dans les techniciens, même quand il n'y avait pas de travail, ils me donnaient toujours des clients. Même quand il y avait très peu, j'avais toujours mon quota. Parce que ça, c'est la relation humaine que j'ai créée avec eux, la confiance aussi que j'avais avec eux, qui m'a permis, en fait, de toujours garder le minimum. Mais au bout de 5 ans, quand tu commences à payer plus de taxes que tu fais rentrer de chiffre d'affaires, c'est pas la première année, j'avais pas les aides, donc ça c'était très compliqué à tenir. Du coup, je décide de fermer ma boîte et d'aller travailler pour mon client. Et là, en fait, dans le rôle que j'avais, c'était de former les nouveaux techniciens sur les métiers de la DSL et de la fibre. Donc j'ai fait ça quelques années, histoire de me faire un peu d'argent. Et moi, tu vois, en continuant à me faire un peu d'argent, pas rester sans rien, quoi. Et du coup, c'est comme ça a été ça ma première aventure entrepreneuriale. Ça a été énormément d'expérience et tout. En plus, j'étais jeune. Tu vois, tu crées une boîte à 21 ans, tu te sens pas forcément légitime. T'arrives, en plus, une boîte qui marche, tu génères du chiffre d'affaires et t'arrives à faire recruter des gens. C'était énorme. Pour moi, déjà, c'était genre grave une forme de réussite. Ta suite, tu fermes ta boîte, tu continues à recruter les gens. C'est quoi ta suite de ça? Non, la suite, en même temps que j'ai créé ma première boîte, en 2007, 2006-2007, je crée une première association. En même temps que tu avais créé la boîte. Ok. Parce que moi, j'habitais dans un quartier, que le quartier dans lequel j'ai grandi, il a été totalement détruit. En 2001, le maire qui a été élu lance une opération en 2002-2003 de rénovation urbaine. Ça s'appelle l'ANRU. En fait, tous les quartiers, c'était une politique publique qui a été lancée sous Chirac par Jean-Louis Borloo. Et en gros, tous les quartiers, ceux qu'ils appellent les ghettos sociaux, et en gros, ils allaient détruire et reconstruire un peu des nouveaux logements avec de la mixité sociale. Et nous, notre quartier faisait partie de ce plan-là. Du coup, on apprend par le maire que le quartier, il allait totalement détruit pour être reconstruit. Et tous ceux qui habitent dans ce quartier, il y avait plus de 1500 familles. Ils allaient dispatcher partout dans la ville. Du coup, nous,
il y a une fronde qui commence à monter. Après, moi, j'étais encore jeune quand il y a eu cette décision qui a été prise. Et j'avais pas encore monté ma boîte. C'était entre 2004 jusqu'en 2007, tu vois. Du coup, il y a une tension qui est en train de se palper et tout. On voit des bâtiments, des familles qui sont obligées de déménager dans des quartiers où ils payent le loyer plus cher. Tu vois, là, deux fois, il y en a pour des F5 qui payaient 500 € dans le quartier dans lequel ils habitaient. Ils allaient habiter dans F3, F4 à 800, 900 € par mois. Ils peuvent pas tenir avec le même revenu. Déjà, c'est plus petit. De deux, le loyer, il est plus cher. Et ils ont pas d'aide sur le revenu. Et du coup, ça crée quoi? Des familles qui sont expulsées et tout, etc. Et tu vois, t'as cette situation où c'est tendu, il y a pas de relation avec la mairie et tout, etc. Très compliqué. Tu vois, il y a les émeutes de 2005 qui arrivent. Le quartier aussi s'embrase en même temps. En 2003, t'as des émeutes avant, tu vois, parce qu'il y a un jeune qui s'est fait interpeller sur le terrain de foot pour rien. Et que des problèmes comme ça entre la police, les jeunes, le quartier, taux de chômage qui est énorme, une situation assez délicate, l'école qui est en train d'être détruit, les habitants des quartiers en train d'être dispatchés dans plein de villes. Il y a des problèmes parce qu'on regarde pas, on les met dans des quartiers. Et toi, ton assos, tu la montes pour tout ça? Et en fait, en 2007, au même moment où je crée mon truc, je dis, c'est trop. Il y a des jeunes, ils étaient en train de faire de la moto, et la police, ils les ont coursés, et pour les arrêter, ils ont tiré à balles réelles. Et ça a touché un jeune qui avait rien à voir, qui était sur le terrain de foot, c'était un dimanche. Tu sais très bien les dimanches dans les quartiers comment ça se passe. Bécane de cross, match de foot, surtout en été et tout, vers un peu l'été, mois de mars. Dès qu'il y a un peu de soleil, un peu c'est vers cette période-là, bah tu sais très bien, tout le monde sort et tout, etc. Et il y a un ami à nous qui a été touché à l'épaule. Il allait mourir et tout, etc. Et on comprend même pas aujourd'hui pourquoi ils ont tiré, tu vois, ils ont même pas été condamnés, rien du tout. Et le truc, c'est que les mecs, ils font de la bécane, ils arrivent pas à les attraper, ils leur tirent à balles réelles, 4-5 balles. Et ça a touché, il aurait pu mourir, tu vois. Donc il est pas mort. Le soir même, le quartier s'embrasse. Partout. C'est la guérilla, vraiment une guérilla, mais laisse tomber. Tout le quartier est encerclé, tout ça et tout, etc. Émeute, ça, les jeunes, ils veulent pas partir. Ça a duré longtemps, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, c'était la guerre. Parce que là, ils avaient dépassé le truc. Ils avaient dépassé et tout, etc. Et le quartier était un peu révolté. À cette même époque, la même période de tout ça, bah, en fait, on voit que les choses, tu vois, le quartier est en train de se détruire, les mêmes problématiques, les gens, ils s'en sortent pas. On sait comment ça finit à ces histoires-là. C'est que finalement, qui pleure, c'est nos mamans. C'est qui va en prison, bah, c'est nous. C'est les jeunes. Et que les choses, ils changent pas vraiment. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit, bah, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui, à notre échelle? Et on commence à voir le maire, les élus qui commencent à venir créer des discussions. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est quoi? C'est que, avec quelques amis, je dis, bon, la situation, on sait que d'avance, de toute façon, elle sera perdante. Donc là, l'idée, venons, on essaie de créer un dialogue pour essayer de faire en sorte que les choses, il se passe mieux à l'avenir, tu vois. Et là, c'était des débats, les gens n'étaient pas d'accord. Comment ça, on va parler avec eux? Ils font des trucs de ouf, ils ont des trucs de quartier. Tout le monde nous déteste dans la ville. Les grands, ils n'étaient pas d'accord. Déjà, moi, j'étais pas le plus grand. Ça veut dire quand tu proposes ça, faut convaincre tout le monde. Les grands, déjà, impossible, ils n'étaient pas d'accord. On allait dans le mur et tout, tu vois. Et du coup, nous, ce qu'on a fait avec un petit groupe, c'est qu'on a quand même poursuivi les discussions avec les élus. Et l'idée, c'était d'avoir du concret. Et c'est à ce moment-là que je crée une première association. On crée une première association, Agir pour réussir, qui existe toujours. Et on le fait dans un contexte qui est bizarre, tu vois, parce que il y a la confrontation, il y a le dialogue, mais nous, on était dans un truc où en plus, moi, j'étais une génération, il y avait les plus âgés de 25 ans, les anciens de 30 ans, ceux qui avaient 40 ans, tu vois, et nous, on était dans la génération 20 ans, et c'est la génération qui était là. On était plus nombreux, c'est là où on était les plus chauds et tout, à l'époque. Et du coup, quand on propose de créer une association, moi, je sais comment mon quartier fonctionne. C'est la masse. Si la masse, elle suit, il n'y a plus de problème. Mais si t'es minoritaire, c'est mort. Donc nous, on s'est dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous faut? Le terrain de foot, ils vont le détruire de toute façon. C'est le seul lieu de rassemblement. Si on arrive à avoir la main sur les gymnases sportifs de la ville, on l'autogère et on arrive à faire venir tous les quartiers, bah là, déjà, on gagne un point. Et les gens, ils me disaient, c'est impossible, ils vont jamais vous le lâcher, et tout, etc. Du coup, on poursuit ces discussions, ça nous permet la mairie nous aide à créer l'association, et ça, tout ça, on fait en sous-marin, tu vois, jusqu'on arrive et ça a duré du mois de mars jusqu'à octobre.
Tu vois, ces discussions. Ça a duré un bon Ça a moment. duré longtemps. Et du coup, voilà, il y avait des discussions, il y avait des réunions, tout ça et tout. On a dû remettre en confiance et tout, etc. Et le jour, au mois d'octobre, on a l'équipement, on a la responsabilité des équipements sportifs de la ville. C'était une victoire de ouf. Jamais. C'est comme, tu vois, le gymnase, tu sais très bien, c'est le rassemblement. T'es obligé de passer. Nous, à l'époque, tu voyais personne. C'est les mairies qui ouvraient les gymnases. Mais là, la mairie, on a réussi à arracher un truc. C'est quoi? Que nous, ils nous ont confié l'équipement, un équipement sportif de la ville. Sur notre responsabilité. Sans avoir quelqu'un de la mairie. Du coup, ils étaient en panique. Ils pensaient que ça allait mal se passer et tout. Mais quand on a eu ça, ça a été une première victoire où pratiquement on a mis tout le monde d'accord. Parce que c'était impossible, c'est impossible. Et toute la ville. Donc on a réuni un peu la ville comme ça, et ça a permis de poser en fait les bases de cette association. Tu vois, et c'est là où on a réussi à prendre une vraie dynamique. Mais après on s'est dit, ce qu'on a réussi à obtenir, fallait pas qu'on s'endorme sur ça, parce qu'on n'a pas fait tout ça pour avoir un gymnase. Il y a des gens qui ont, ils ont des difficultés et tout, etc. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. Mais nous, quand on travaillait comme ça avec la mairie, ils n'avaient pas confiance en nous, on n'avait pas confiance. Mais on était obligé d'avancer pour trouver des solutions. Et le maire, il était très bien conscient de tout ça. Mais c'est là où on a eu une idée de se dire que, on est en 2007, en 2008, il y a bientôt les élections municipales. Venez, on se réunit tous les quartiers, et on va tous s'inscrire en même temps sur les listes électorales. C'est ce qu'on a appelé une émeute citoyenne. Ils n'étaient pas prêts. On arrivait à 500 personnes au guichet de la mairie, pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Quand ils ont vu ça, ils ont pété un plomb. Ils étaient pas prêts. Et du coup, on est passé d'association de quartier à une association citoyenne. Du coup, de là, le rapport de force, il s'est inversé. On a réussi à créer un rapport de force parce que nous, on savait qu'on n'avait pas les moyens financiers, mais on avait une chose, c'était la capacité de mobiliser le public. Mais si t'as du monde, mais les gens, ils sont pas mobilisés, ça sert à rien. Mais si tu as du monde qui est mobilisé, qui est conscientisé sur comment ils peuvent activer les réseaux dans la ville, là, les élus t'écoutent. Et du coup, on a eu un poids comme ça, et ça a été énorme. Et c'est là qu'on a réussi à installer les bases. On a créé des concerts, on a fait des événements, on a aidé les familles à mieux être relogées. Même les jeunes qui étaient chez leurs parents, quand leurs parents ils déménageaient, eux aussi, ils avaient le droit d'avoir un appartement. Pour eux. Donc ça a construit des parcours de vie, de famille, tout ça et tout. Et des choses qu'on n'était même pas au courant, qu'on pouvait avoir, on les a eues. Et ça, en fait, c'est simple. Quand tu fais un truc, tu habites dans un quartier, pour avoir les gens, il faut du concret. Si t'as pas de concret, tu ramènes personne. Et nous, le fait qu'on a mis en place des actions qui ont apporté du concret, quand t'aides les gens, quand t'aides les jeunes à trouver des stages, quand t'aides les gens à trouver un boulot, quand t'aides les gens de décrochage, quand t'arrives à avoir une partie pour les mamans, où t'arrives à avoir des lieux où ils font des événements, ils font de la restauration, ils font de la cuisine entre elles. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop bien, parce que c'est ça. Là, à ce moment-là, toi, t'es à fond dedans. En même temps, non, moi, en même temps que je fais ça, j'ai ma boîte. Ouais, les 5 ans, là. En même temps que je fais ça, pendant les 5 ans que je développe je fais tout ça à côté. Je fais tout ça, mais je suis pas tout seul, bien évidemment. On est en groupe, hein. Il y a toute la cité dedans. Tout le monde participe à son niveau. Moi, par la force des choses, j'ai été mis en avant. Et pas parce que j'étais le plus intelligent et tout, c'est comme ça, je sais pas. Pourtant, il y avait des plus grands que moi, il y avait des gens qui avaient l'âge de mes grands frères et tout. Mais la responsabilité, elle est venue à moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que peut-être que j'étais le moteur au début, peut-être que c'est moi qui j'avais pas peur de parler aux élus, j'ai créé la passerelle et tout. Et finalement, forcément, tout le monde s'est mis. C'est la confiance, tu vois. Et c'est une lourde responsabilité quand t'as. Mais ce que je veux comprendre, la boîte est finie. Tu te mets à former les gens. L'association, elle a démarré en même temps et elle avance. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe comment on évolue, quoi? T'évolues comment? Tout ça se fait. Moi, en fait, quand j'évolue avec l'association, en même temps que j'évolue avec ma structure, j'ai la journée, je travaille, je fais mon boulot. Et le soir, quand je rentre au quartier, je m'occupe un peu de l'association. Tu vois, en même temps, les gens aussi, ils travaillaient à côté, tu vois. Donc, on se revoyait un peu le soir. Le week-end aussi, on avait du temps libre pour mettre en place nos actions. Et c'est comme ça s'équilibre, hein. Ça s'équilibrait comme ça. Ça s'équilibre comme ça. Après, moi, quand j'ai arrêté il y a 5 ans après mon entreprise, j'ai pu me mettre à fond sur l'association, tu vois. Full time, parce que j'avais du temps. Tu t'es mis à fond combien de temps? Je me suis mis à fond jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours la même association. L'association, elle existe toujours. Aujourd'hui, j'ai plus de responsabilité. J'ai une responsabilité comme ça, d'honneur. Mais je suis plus opérationnel, on va dire, parce que
Maintenant, on a fait monter les plus jeunes, il y a d'autres équipes, tu vois, mais l'association, elle existe toujours, elle a des locaux, c'est une association qui compte, hein, à Cergy, à Gère pour réussir. On a fait des gros événements, à l'époque, on faisait des concerts à l'ESSEC. Mais toi, après, t'évolues comment après? Après cette association-là, tu reprends du boulot? Mais moi, j'avais toujours, en fait, pendant l'association, j'avais ma boîte. C'est la même année, les mêmes périodes. Mais après, t'arrêtes la boîte au bout de 5 ans. J'arrête la boîte, l'association je travaille pour mon truc, mais en même temps, la boîte, elle continue. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe la suite de ça? La suite de ça, moi, l'association me permet de rencontrer des gens différents, me permet de me sortir de ma ville, de rencontrer des gens qui viennent des milieux sociaux différents, donc on crée des collaborations. Moi, grâce à ça aussi, je rencontre quelqu'un qui était un conférencier américain, qui avait monté une ONG aux États-Unis, John Young, qui était un immigré sénégalais qui était parti pour faire des études aux États-Unis avec $20 en poche, qui avait réussi à s'imposer dans un réseau sur place, qui était très actif pour la campagne de Barack Obama, jeune démocrate. Et lui, en fait, il y a des jeunes étudiants de Cergy qui étaient venus me voir, comme moi j'avais des bonnes relations avec la mairie, pour les aider à financer un voyage d'un conférencier à l'université. Ils étaient venus voir mon asso. Et moi, j'avais mis en lien, ils avaient financé le voyage. Et quand l'Américain est venu ici, il a voulu rencontrer l'association que je porte. Et du coup, on s'est vu avec lui, on a discuté, et il m'a proposé de venir aux États-Unis. Je suis venu aux États-Unis pendant 2 mois, en début 2012. Début 2012, j'arrive pendant 2 mois, je connaissais pas du tout le pays. Et en fait, je me retrouve dans une fondation, à 5 minutes de la Maison Blanche à pied, où la journée, les mecs, ils font de l'économie, ils font du business. Et le soir, ils vont dans les ghettos, dans les prisons, pour essayer d'apporter un peu de moyens, ils construisent des centres sociaux et tout, etc. Et eux, je voyais que grâce au business, ils arrivaient à avoir un impact fort dans les ghettos les plus reculés. Et là-bas, c'est pas comme en France, c'est l'État qui intervient. L'État, ils interviennent pas du tout. C'est vraiment des entreprises ou des gens, des philanthropes qui viennent, qui mettent de l'argent pour aider les populations les plus défavorisées. Et quand j'ai vu ça, en fait, j'ai dit, ah ouais. Et moi, quand j'étais avec eux pendant 2 mois, ils me disaient quoi? Il me disait en gros que nous, grâce à l'économie, c'est là où on arrive à être fort. Tu peux pas aider les gens si t'es pas fort économiquement. En gros. Et en gros, moi, ça a eu un peu une résonance par rapport à moi, parce que moi, j'avais ma boîte à côté, j'avais mon association de l'autre, à Cergy, et du coup, il fallait surtout pas mélanger les deux, il fallait vraiment séparer. En plus, c'est pas comme aujourd'hui. En fait, soit t'es associatif, soit t'es entreprise. En France, il y avait cette culture-là. Aujourd'hui, maintenant, on parle d'économie sociale et solidaire, c'est pour dire un peu entreprise. Économie, voilà, c'est de l'économie à la base, tu vois. Le mot économie, c'est de l'économie, mais comme on aime bien maquiller les choses ici, bah finalement, il fallait surtout pas mélanger. Et moi, quand je suis allé aux États-Unis, j'ai compris un truc, c'est que grâce au pouvoir économique qu'ils avaient, c'est là où ils avaient plus de force pour aider les populations les plus défavorisées. Et ça, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en réalité, en France, j'ai vu beaucoup d'associations, beaucoup d'acteurs. On fait des concerts, on fait des tournois de foot, on fait plein de trucs sociaux et tout. C'est très bien parce qu'il faut que les gens, ils arrivent à lever la tête. Mais je me suis dit, c'est pas suffisant. Ce que les quartiers ont vraiment besoin, c'est d'un développement économique profond. Parce que dans les quartiers, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui font des trucs, mais qui n'ont pas les mêmes moyens que les autres. C'est des gens qui n'ont pas les mêmes réseaux. Moi, je me suis lancé dans ma boîte, j'étais pas structuré, j'étais tout seul. Mais si j'avais été accompagné, j'avais bénéficié d'un réseau, des gens qui peuvent me conseiller, même un peu de moyens financiers, ma boîte, elle aurait existé, j'aurais 100 personnes. Mais le fait que j'avais pas ces bagages-là, ça fait que j'ai dû à un moment donné arrêter parce que je m'en sortais pas, parce que je pouvais pas grandir. Et comme je pouvais pas grandir, je payais trop d'impôts. Du coup, soit tu travailles pour payer des impôts, soit tu reviens à la raison, t'arrêtes, tu vois. Et du coup, quand je vois tout ça, je me dis en fait la vraie clé en 2000, parce qu'après je reviens, je reste 2 mois là-bas, mais je fais que des allers-retours. Je ramène des jeunes américains en France, je ramène des jeunes de ma ville aux États-Unis, je crée des passerelles comme ça, je commence à connecter un vrai réseau et tout sur place. Je rencontre des gens qui sont blindés au max, je rencontre des gens du pouvoir, je suis reçu par l'ambassadeur de France, je vais à la Maison Blanche, j'assiste à un discours de Barack Obama au Capitole, tu vois ce que je veux dire? Des trucs de ouf que j'ai jamais imaginé. Moi, pour un mec de quartier à Cergy, je me retrouve là-bas, dans des réseaux de ouf. C'était déjà rien que ça, c'était un délire. Tu peux pas t'imaginer. Ouais, c'est comme si, incroyable. Je sais pas moi, on dit, tu vois, et moi j'étais pas prêt à ça. Mais ma capacité d'être ouvert, de discuter avec les gens, de savoir être diplomate, de poser les choses, de mettre les gens autour de la table, ça c'était un truc que j'avais le... C'est inné, tu l'as. J'avais le truc, tu vois, j'avais le truc. Je sais pas d'où ça vient, mais j'avais le truc. C'est là. Mais en gros, quand je vois tout ça, je me dis, en France, en fait, partout je suis allé dans des ghettos là-bas, c'était un truc de ouf.
Et les jeunes de 14 ans, ils étaient perdus. Impossible. Il n'y avait aucune chance de réussite. En fait, aux États-Unis, tu as deux côtés de la barrière. Soit tu grandis du bon côté de la barrière et tu as toutes les chances de pouvoir réussir, t'émanciper, économiquement réussir et tout, soit tu grandis de l'autre côté où tu n'as aucune chance de t'en sortir. Et je me suis dit, même dans les pires quartiers où je suis allé en France, il y a toujours, tu vois, tu dis toujours c'est la merde, mais il y a toujours, bon, même si je vais taffer Pizza Hut, livreur de je sais pas quoi, et tout, etc., tu peux t'en sortir. Là-bas, il n'y a aucune chance. Dès que tu as un casier, c'est mort. C'est mort. Tu peux même pas travailler dans une boulangerie, tu peux pas, tu vois. Et je voyais des jeunes filles à 16 ans, enceintes, ou mère, elles étaient déjà mères, sans père, tu vois ce que je veux dire. Des situations chaotiques. Des mamans qui prenaient du crack, leur mari qui le tabassait, qui était alcoolique. Des situations que j'ai jamais vues de ma vie, tu vois. Et aux États-Unis, je vois ça. Et ça fait que moi, quand je reviens à Paname, je me dis, en réalité, on est trop bien ici. On est trop bien. En réalité, on est trop bien, tu vois. Je me dis, mais moi, je m'attendais pas à voir ça au States parce que je me dis, c'est un pays développé, c'est la première. Ça t'a donné plein d'idées. Et quand je suis revenu, je me suis dit, non, en réalité, nous, on est un vrai truc. Il faut que les quartiers, ils s'émancipent par l'économie. On peut plus compter sur les autres. Si nous-mêmes, on n'est pas capable de monter nos boîtes ou de permettre à des jeunes qui arrivent pas forcément à trouver du job, que nous, on crée nos boîtes, on arrive à les recruter, on arrive à créer, parce que quelqu'un qui crée sa boîte, il va créer son propre emploi, derrière, il va créer de la richesse, donc il va créer d'autres emplois. Donc, quand tu crées un cercle vertueux dans les quartiers, tu sors le quartier par le haut. Et moi, je l'ai vécu dans mon quartier. Le télécom, il nous a tous sortis de nos problématiques. Lui, il était dans ça, l'autre, il était dans sa truc. Dès qu'il y a eu le travail, les gens, ils ont commencé à gagner de l'argent, à monter leur boîte, à se développer. Finalement, les gens, ils ont commencé à se marier, fonder une famille. Et du coup, c'est comme ça que le quartier s'est apaisé. En plus, il y a eu une démolition du quartier, etc. Et je me dis qu'en vrai de vrai, la clé pour, tu vois, tu peux faire toutes les politiques publiques et on a vu pendant une trentaine d'années, 40 ans que ça n'a pas fonctionné, que si tu n'apportes pas une réponse économique aux gens qui y vivent, tu auras toujours ces problématiques-là. Parce que quelqu'un qui travaille, il va mieux vivre. Il va plus se poser la question comment je vais payer mon loyer à la fin du mois ou je vais remplir mon frigo. C'est là que te vient l'idée de construire et la en fait, future structure. à partir de ce moment-là, je décide de créer les déterminés. Et les déterminés, à la base, c'était d'aller chercher des gens qui voulaient entreprendre, ou qui avaient un projet d'entreprise, qui savaient pas par où commencer. Et c'était de leur permettre de leur mettre le pied à l'étrier. Mais pour le faire, je me suis dit, je ne vais pas le faire tout seul dans mon coin. Parce que moi, tout seul dans mon coin, j'ai aucun réseau économique en France pour pouvoir le faire. Par contre, il fallait que je m'approche un peu de chefs d'entreprise. Quand j'allais toquer à la porte de la ville, tout ça et tout, on me disait, c'est pas pour toi, c'est pas pour vous, vous n'êtes pas légitime à faire ça. Et nous, quand on voyait les autres faire, on disait qu'ils font pas bien. Parce que ce qu'ils font, ça marche pas. Les autres, c'est qui? C'est-à-dire les grands réseaux d'accompagnement, ceux qui s'occupaient de l'entrepreneuriat en France, tu vois, tu vas là-bas, t'arrives, ils comprennent même pas, ils parlent dans un langage que tu connais même pas, ils te prennent même pas au sérieux, ils te posent des questions, des trucs. Toi, t'arrives, t'es même pas préparé, t'as même pas envie de rester. Et du coup, moi, j'ai dit, nous, on va faire un truc à notre manière, avec nos codes et notre savoir, notre expertise, tu vois. Mais par contre, on va pas le faire seul. Et moi, je lui ai toujours dit, dans le dialogue, c'est-à-dire, pour faire un projet comme ça, si on veut qu'il soit puissant, il faut faire une passerelle entre le monde économique, les entreprises, les grands groupes, les chefs d'entreprise et tous ceux qui veulent se lancer dans les quartiers. Pourquoi? Parce que l'idée, c'était d'accompagner des gens structurés, qui avaient un vrai projet, qui pouvaient transformer une idée en chiffre d'affaires et les mettre face à des grandes entreprises, des grands entrepreneurs, où derrière, soit il y allait avoir du mentoring, soit il y allait avoir des opportunités de business. Et du coup, c'est comme ça qu'on a construit un programme qui est totalement gratuit. Maintenant, on se développe dans toute la France. On a sensibilisé plus de 3000 personnes depuis 5 ans et demi. On a accompagné plus de 400 personnes en dur minimum entre 6 à 1 an. Il y a plus de 178 porteurs de projets qui ont créé leur boîte. 80% d'entre eux, au bout de 2 ans, ils sont encore vivants. Plus de 40% d'entre eux, ils ont entre 2 et 10 salariés minimum, tu vois. Et du coup, il y a un impact, il y a une dynamique qu'on a lancée un peu économique. Et aujourd'hui, 5 ans après, on a réussi à faire en sorte de démocratiser l'entrepreneuriat en France, dans les quartiers, dans les territoires. Pas parce que ça existait pas, mais parce que aujourd'hui, quand on regarde tous les dispositifs de l'État ou les dispositifs des entreprises, ou plein de structures qui se sont mis sur l'entrepreneuriat dans les quartiers, dans les territoires. Ce qui n'était pas le cas au début. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils n'avaient pas vu le potentiel. Et du coup, nous, on a réussi à mettre ce sujet-là autour de la table. Et aujourd'hui, dans chaque réunion, dans chaque appel à projet, dans chaque programme, on parle de l'inclusion
par l'entrepreneuriat. Avant, on parlait d'inclusion par l'emploi, les emplois aidés, les emplois francs, etc. Aujourd'hui, on met l'entrepreneuriat autour de la table. Et pour nous, ça, c'est un sujet qu'on a fait un peu avancer. Ça n'a pas été facile. Parce qu'on a montré qu'aujourd'hui, il fallait aussi d'autres exemples de réussite dans les quartiers. C'est bien, on a des sportifs, on a des artistes, on a des gens qui font, mais on a toujours eu des entrepreneurs, mais qui sont pas valorisés. Et même nous, quand on était petits, tu vois, je te disais que je voulais devenir maçon, mais en fait, si j'avais eu peut-être un entrepreneur en face de moi qui avait réussi, qui a été un exemple, j'aurais peut-être dit, je veux devenir entrepreneur. Dans mon domaine, mais je veux devenir entrepreneur, je veux faire comme lui. Et ça, malheureusement, quand on en a, soit ils sont silencieux, parce qu'ils veulent pas trop montrer, soit il n'y en a pas, tu vois. Et du coup, moi, je me suis dit, non seulement accompagner des entrepreneurs, certes, ils vont pas tous réussir à monter leur business, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément évident. C'est pas facile non plus. Par contre, moi, je vais mettre un programme gratuit qui va promouvoir l'entrepreneuriat. Et on sélectionne les gens sur sélection. Tu vois, on fait des campagnes et maintenant on se développe dans toute la France. On a commencé dans ma ville à Cergy, après on a commencé à Paris, et après on a commencé dans toute l'Île-de-France, et maintenant on a à Marseille, on a à Toulouse, on a à Nantes, on a à Nancy, on a à Bordeaux, les on a à Lyon. déterminés, c'est combien de personnes? Les déterminés aujourd'hui, dans l'équipe, où tu parles des gens qu'on a Dans l'équipe. Dans l'équipe aujourd'hui, on est près d'une vingtaine de personnes. Ok. Tu vois, en quelques années. Mais on est encore petit parce que les ambitions, ils sont assez grandes. Donc je pense qu'on va continuer à grandir. Et aujourd'hui, voilà, on essaye de faire un gros travail autour du développement économique. Maintenant, on est sur l'entrepreneuriat inclusif, mais on est aussi sur l'employabilité. Parce qu'avec les grands groupes, les entreprises qui travaillent avec nous, ils ont des besoins de recrutement. Tu vois, là, on a fait un partenariat avec les hôtels Hayat, où moi, je suis allé chercher 60 jeunes dans les quartiers, à Paris, à Nice et à Cannes, tu vois, en leur disant, voilà, il y a des opportunités dans des hôtels de luxe, ils veulent recruter à mort. Ceux qui sont passionnés par les métiers de la restauration et de l'hôtellerie, sur 60, on en a retenu une trentaine. Et dans ces 30-là, on les a formés pendant 3-4 mois, où ils étaient payés. Tu vois, au savoir-être, venir à l'heure, comment, voilà, se comporter dans une entreprise, comment être dans un environnement. Ils avaient jamais mis les pieds dans un hôtel 5 étoiles, ils nous ont dit. Moi, pendant la formation, ils disent non, oubliez une disquette. C'est pas possible. Ils avaient entre 16 et 25 ans. C'est des jeunes. Du coup, finalement, ils ont tous été recrutés en CDI, parcours d'évolution de carrière. Aujourd'hui, ils apprennent l'anglais, il y a des reportages sur eux, ils travaillent dans des hôtels de ouf, même si aujourd'hui, malheureusement, avec le Covid, c'est la crise, donc les hôtels, ils sont fermés, mais ils sont en CDI. Ouais. Tu vois, ils sont là, ils sont payés. L'autre, la dernière fois, je parlais avec un petit qui a fait le programme, il me dit, ouais, regarde, maintenant, j'ai passé le permis, et là, je vais acheter ma voiture, tu vois, je vais pouvoir acheter ma voiture en leasing ou en créer des trucs. Et c'est des trucs qu'il aurait jamais imaginé. Et en plus, c'est des jeunes, ils ont arrêté l'école parce qu'ils n'ont pas trouvé de voie après, à cause de Parcoursup, leur système bizarre que je connais pas aujourd'hui, et où, il y en a, ils étaient en décrochage, ils faisaient rien. Et là, on leur a mis une opportunité. Mais t'as vu, c'est un travail qui est long, tu vois, parce que tu te dis que c'est des jeunes, l'opportunité, il y en a, ils peuvent la gâcher comme ils peuvent la saisir. Et nous, on leur dit, c'est pour vous. Nous, on fait, mais en réalité, c'est entre vous. Nous, on va pas, tu vois, moi, je suis pas donneur de leçons en disant, on a tous eu un parcours, moi, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des fautes. Par contre, il faut laisser le choix. Tu vois, t'as ce chemin-là. Si tu suis ce chemin-là, tu sais où va te ramener, et t'as ce chemin-là. Et si tu suis ce chemin-là, regarde-lui comment il est arrivé. Tu vois? Et ça, en fait, de laisser le choix aussi aux jeunes, c'est aussi important. Et dans le cadre des formations qu'on propose avec les entreprises qui viennent nous voir, c'est aussi ça. C'est de créer aussi des passerelles, des possibilités, parce qu'il y a aussi des entreprises aujourd'hui avec qui on est partenaire, où on fait tellement de sensibilisation auprès d'eux, pour qu'ils se disent, ouais, ok, je vais faire confiance à quelqu'un qui vient de là-bas. Mais nous, il faut qu'on soit sûr, parce que la personne qu'on met, il faut qu'elle soit carrée. Mais vous le travaillez. Tu vois, et on travaille, et tout, etc., et tout. Et à la fin, ça se passe bien. Vous avez un bon pourcentage de résultats, d'après ce que tu viens de dire. Ça se passe super bien, tu vois. Au début, on a fait ça, on n'avait pas de moyens. T'as vu, là, tu me dis, on a combien de personnes, mais au début, on faisait ça pendant 2-3 ans. Les gens ne nous faisaient pas confiance. Vous avez démarré à combien de personnes? On n'était que des bénévoles. On était 2-3 que des bénévoles. Tu vois. Et aujourd'hui, la structure, on a réussi à en faire une marque, on a réussi à gagner la confiance des entreprises, on a réussi à, tu vois, à se mettre aux côtés des gens qui étaient là, qui étaient en place dans le monde économique, qui nous ont validés et qui a fait en sorte que d'autres patrons nous valident, tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, c'est super intéressant parce que tu te dis, t'es parti de rien, t'avais juste une idée et finalement, cette idée, elle s'est concrétisée, tu vois? Et moi, je pars aussi de mon expérience. T'as reçu aussi vous avez reçu aussi des récompenses, vous avez reçu de la reconnaissance aussi. On a reçu des récompenses, que ce soit le BFM Award, devant tout le monde économique. En fait, le BFM Award, c'est une grosse cérémonie du monde économique où ils remettent des prix à des entreprises ou à des jeunes entreprises qui se lancent. Et nous, on est l'une des rares structures comme les déterminés à avoir reçu ce prix-là devant 500 grands patrons, tu vois ce que je veux dire, français. Et ça a été honorifique. Il y a eu le Grand Prix de l'Éco qu'on a reçu,
c'est aussi un grand prix économique. Tu vois, je veux dire, quand tu reçois ces titres-là, en réalité, tu dis c'est pas ta place. Mais ça fait, tu vois, après, en fait, on fait pas ça pour que ça soit pour le prix et tout, c'est pas grave, mais c'est bien de montrer que la finalement, reconnaissance. Tu vois, tu peux arriver jusqu'à là. Tu vois, on a fait des collaborations avec plein d'entreprises. Il y a plein de choses qui se sont passées où à un moment donné, moi, même quand j'ai lancé le projet Déterminé, quand on parlait de développement économique, je me sentais pas forcément légitime. Parce que toi, t'arrives, tu vois des grands patrons, tu vois des gens, ils ont fait des grandes études, et toi, tu viens de nulle part, tu veux porter un projet autour du développement économique, mais t'es qui? Mais en vrai, quand nous, on s'est rendu compte que les programmes qui étaient présentés, et que les gens qui portaient ces programmes, franchement, on a travaillé avec certains, on s'est regardé, on s'est dit, même si on vient pas de ce monde-là, on peut pas faire plus pire que eux ce qu'il faut. Et du coup, c'est ça qui nous a légitimés, parce que quand on venait, on voyait que les gens, ils étaient pas forcément bons. C'est pas que nous, on soit meilleurs, c'est que les gens, ils étaient pas forcément bons. Et du coup, comme c'était les seuls, ils se laissaient aller. Et nous, on a remis un peu de qualité dans tout ça. On s'est donné des objectifs. Et on s'est dit, les gens qu'on va accompagner, faut qu'on soit, voilà. C'est quoi le plus gros challenge, le plus gros challenge de Déterminé? Les challenges, déjà, la barre, vous l'avez mis où? La barre, déjà, nous, on n'avait pas prévu de faire le Tour de France. Aujourd'hui, on a fait 12 villes en France. Le prochain challenge, c'est de passer de 400 personnes accompagnées à 1000 personnes d'ici 2024. Okay. Et d'être dans les 25 plus grandes villes de France. Okay. Ça, c'est l'objectif qu'on s'est donné. On y arrive parce que là, on est à 400. On a fait 12 villes. Tu vois, il reste encore 300. On va accélérer encore plus. Et là, on a sensibilisé quand même plus de 3000 personnes sur ces sujets-là qu'on a vus. Tu vois, et l'objectif, pour arriver à 1000, on va sensibiliser plus de 6000 personnes, tu vois, d'ici 2024. Et on a les capacités de les faire. On a la niaque, on a l'énergie. En fait, tous les ingrédients, ils sont réunis pour qu'on y arrive. Après, c'est pas facile, hein. C'est du taf tous les jours. C'est de la remise en question. Il y a une forme de passion aussi. Il y a une passion obligée. Pour faire un truc comme ça, t'es obligé de faire la passion. On est d'accord. Parce qu'au début, c'est pas l'argent qui va te motiver, parce qu'il y a pas d'argent dans ces trucs-là. Et tu crées pas une structure associative pour faire de l'argent. C'est pas possible. C'est après tout ce que tu vas créer derrière qui peuvent générer un modèle économique qui vont te permettre de pouvoir recruter des gens, parce que une structure comme ça, tu peux pas l'apporter uniquement. Une ONG, c'est complètement différent de ce que vous faites? Ouais, c'est plus différent parce que je sais pas c'est quoi le terme, mais c'est associatif. Ça n'a rien à voir. Ouais. Et passer en fondation aussi? Ouais, fondation, c'est un peu un level au-dessus, c'est pour aller chercher des fonds et tout, etc., qui vont te permettre de développer la structure et de financer d'autres structures. Vous êtes bien en association? Nous, on a un modèle un peu hybride, tu vois, c'est un modèle un peu économique, parce que moi, je crois plus au modèle uniquement associatif où tu comptes que sur des subventions. Parce que les gens, ils te suivent 1, 2, 3, 4 fois maximum. Allez, c'est bien, ça crée de la marque et tout. Après, ils sont bons, tu vois. Et donc, tu es obligé de chercher de notre partenaire. Pour moi, le modèle associatif, il doit considérablement évoluer et créer vraiment un modèle économique, comme une entreprise, qui fait en sorte que tu arrives à générer du chiffre d'affaires pas pour faire une plus-value et d'être un rentier et tout. Non, c'est vraiment pour réinjecter de l'argent dans l'association qui peuvent te permettre, toi, d'assurer les salaires et de déployer encore plus fortement ton programme. C'est ça qu'il faut, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, vous arrivez à en vivre? Moi, je suis plus dans ça. Aujourd'hui, quand on dit on arrive à en vivre, c'est pas, moi, l'association, quand j'ai créé Les Déterminés, c'était pas pour en vivre. Oui. Moi, là-bas, je suis entrepreneur. J'étais dans les télécoms et l'informatique. Là, aujourd'hui, je développe Les Déterminés. Demain, je vais développer un autre projet, c'est sûr et certain, tu vois. Mais le projet est déterminé. Moi, en ce qui me concerne, je l'ai pas fait pour gagner de l'argent. Mais par contre, aujourd'hui, je suis obligé de les payer. Voilà, il y a des gens, ils ont des familles. Il y a des gens, voilà, ils sont là. Ils ont des compétences. Personne ne peut travailler gratuit. En plus, la charge de travail qu'on a, c'est énorme. Donc, du coup, moi, en tant que fondateur du programme de Déterminé, je suis obligé de penser que quand je recrute quelqu'un, il faut que dans un an, j'ai de quoi le payer, tu vois. Si je recrute quelqu'un, je sais pas dans un an je sais pas comment je vais le payer, je préfère pas le recruter, tu vois. C'est ça aussi, j'ai une responsabilité. Donc moi, en tant que responsable, je peux pas compter uniquement sur des dons et des subventions. Je suis obligé de créer un modèle économique qui va permettre aussi à faire entrer de l'argent et aussi pouvoir assurer les salaires de tout le monde. Tu vois, c'est de la logique. Et parce que souvent, tu vois, des gens, ils arrivent avec un modèle purement associatif. Aujourd'hui, ils ont tous les sponsors. Demain, ils ont plus de sponsors, c'est fini. C'est pas bon, ça. Bravo. Le mot déterminé, ça te colle à la peau depuis le début, dans tout ce que tu as dit. Je définir, c'est ça. Ça te définit, ça te colle à la peau. On va suivre la suite du projet. Moi, j'ai vu la passion. J'ai vu comment tu gérais les gens et leur activité, comment tu arrivais à les faire progresser.
j'ai envie de te demander si tu as une référence, si tu as envie de transmettre une référence aux gens. Quelle référence tu donnerais en bouquin ou en film ou quel message tu laisserais? Ah ouais, moi j'ai pas réfléchi à la question, mais comme référence, je sais pas, j'essaie de lire un peu beaucoup des livres et tout. Moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Paulo Coelho, parce qu'il y a Paulo Coelho Okay. qui a écrit L'Alchimiste ou le Manuel du guerrier de la lumière ou plein de livres super intéressants ou Emmanuel Lenoir, riche, j'ai perdu son nom, qui a aussi écrit un livre qui s'appelle L'âme du monde. Okay. Et lui, en fait, en gros, moi, c'est des livres que je lis beaucoup parce que c'est des livres qui sont totalement dans mon mindset, dans le sens où, tu vois, quand tu entreprends, tu sais pas le chemin que tu vas arriver. Et parfois, tu vois, tout peut aller bien et d'un coup, ça peut aller mal. Et c'est, en fait, psychologiquement, ça joue beaucoup. T'as des émotions qui remontent, qui repartent et tout. Et en fait, moi, c'est un peu 2 livres de chevet que je lis qui me motivent à fond. Tu les lis, tu les relis. Je les lis, je les relis et tout parce que c'est des auteurs qui ça me parle, tu vois. Et même moi, des fois, je me retrouve confronté à des trucs que eux, ils ont écrit dans leurs livres, on dirait c'est ça. Et je trouve ça parfois des réponses. Après, moi, la phrase que je dis souvent, c'est que de là où on est parti, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Même moi, là où j'en suis, j'ai rien à perdre. Même si demain tout devait s'arrêter, là où je suis arrivé, c'est déjà trop. Tu vois, j'ai explosé mon propre plafond de verre que j'avais visé. Donc du coup, c'est que je le prends que quand du bonus. Il y a que du bonus, il y a que du plus. Je suis dans un délire, il y a que du bonus. Et bien sûr, on a des ambitions qui sont grandes, on veut pousser encore plus haut, on veut former encore plus de gens, on veut pousser les projets et faire grandir les gens et tout, mais c'est que du bonus. Parce que là où on est arrivé, on a ouvert des portes. Là où c'était impossible de se dire il y a 10 ans, 15 ans que ce qu'on arrivait à faire, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'était possible, ben on a réussi à le faire. Énorme. Énorme, Moussa. Bravo. Merci. Bravo pour le sujet. Je te dis à la prochaine. À la prochaine. On va te suivre. T'es sur les réseaux sociaux? Ouais, je suis sur les réseaux sociaux. Les déterminés. Les déterminés. Instagram, Facebook, site internet, lesdéterminés.fr. Après Instagram, on est aussi là-dessus. Pour tous les gens qui ont pas d'idée, qui veulent se lancer, qui cherchent, qui veulent même participer en bénévole, les déterminés. Voilà. See you soon, Moussa Camara. Ciao. Merci. Ciao. Je remercie les sponsors Lazinerie, Studio Majorel, Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure, ainsi que la musique de Debrobit du Mali.